12 années, c'est la durée de vie moyenne que les plus grands analystes économiques prédisent aux futures plus grandes entreprises qui seront listées, par exemple, dans le Fortune 500 en 2027. Donc ça veut dire une entreprise qui sera très performante, qui aura le droit d'être listée dans les plus beaux journaux, d'avoir les plus grands prix prestigieux, vivra en moyenne 12 ans et pas plus. Je ne sais pas vous, mais moi, je viens d'un monde où mon professeur d'économie au cycle d'orientation, il m'expliquait que les entreprises, elles sont là pour être centenaires, elles sont là pour que j'y fasse carrière pendant 40 ans. Et là, maintenant, on me dit que les plus performantes, en moyenne, elles dureront 12 ans. 12 ans, c'est un chiffre qui m'interpelle parce que il y a 12 ans, l'iPad n'existait pas. Il y a 12 ans, Airbnb, ça n'existait pas. Il y a 12 ans, je ne le vois plus parce que je suis un myope, WhatsApp, ça n'existait pas. Il y a 12 ans, Uber, ça n'existait pas. Moi, j'aime bien revenir à Bulle. À midi, je suis allé manger au Moderne, qui est un restaurant que je vous conseille. À chaque fois que je viens à Bulle, j'y vais. Mais comme je suis nul, j'utilise mon smartphone pour me déplacer. Il y a 12 ans, le GPS sur un téléphone mobile, ça n'existait pas. On a l'impression qu'on l'a toujours utilisé. Et puis, il y a 12 ans, quand on voulait lancer un projet, il fallait aller frapper à la porte de sa banque et puis demander de l'argent. Les méthodes de financement participatif, comme le crowdfunding, ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas. C'est des nouvelles choses qui sont rentrées sur des marchés, qui ne sont peut-être pas les vôtres, qui ne sont peut-être pas les miens, mais qui viennent influencer le comportement de nos consommateurs, par exemple. Et donc, il y a 12 ans, un consommateur type, il ne commandait pas ses produits sur Internet. Il y a 12 ans, il ne vous écrivait pas un roman sur votre page Facebook pour vous dire qu'il y avait une petite rayure sur le produit. Maintenant, c'est ce qu'il fait. Si votre client, c'est une entreprise, il y a 12 ans, il ne vous demandait pas de voir un prototype avant même d'avoir pensé à l'idée de ce qu'il allait vous commander. Aujourd'hui, il veut que vous pensiez pour lui, il veut que vous anticipiez son besoin, il veut que vous veniez lui poser un prototype tout de suite sur la table. Il ne veut plus des grandes offres papier, des grandes plaquettes, des offres commerciales de 72 pages. Alors, tous ces changements, qu'on le veuille ou non, ça nous impacte, directement, indirectement. C'est peut-être les clients ou les clients de vos clients qui ont changé. Mais en tout cas, dans 74% des entrepreneurs, ça leur fait réfléchir et ils se demandent comment ça se passera dans 3 ans s'ils auront toujours les mêmes perspectives de croissance. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, qu'on soit une grande, une petite entreprise, internationale, locale, industrielle ou de service, il se passe des changements, des nouveaux formats de concurrence, des nouvelles manières de financement, de la vitesse, des nouveaux besoins, des nouvelles demandes qui impactent notre business. Alors, vous pouvez toujours me dire, non mais chez moi, ça a toujours été comme ça. On a toujours fait comme ça, on a toujours survécu. Avec mon arrière-grand-père, notre PME, elle faisait comme ça et on fera toujours comme ça. Très bien, peut-être qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais encore une fois, peut-être que le client de votre client, il commence à sentir les changements. Et un jour, ça vous impactera et peut-être que ça veut dire que vous êtes dans un déclin un peu doux. Vous ne voyez pas encore arriver le mur, mais il arrivera un jour. Et puis, vous pouvez vous dire, tous ces changements, toute cette vitesse, tout ce qui s'est passé en 12 ans, c'est peut-être aussi une opportunité pour réfléchir et se dire qu'est-ce que je change dans mon entreprise? Est-ce que je ne pourrais pas en profiter pour me démarquer un peu, pour sortir du lot? Parce qu'il va falloir changer et je n'ai pas peur du changement. Et donc, toutes ces invitations au changement qui se sont passées ces 12 dernières années et qui se passeront ces 12 prochaines, si je les prenais comme une opportunité. Alors ça veut dire vouloir réviser plein de choses dans son entreprise. Peut-être avoir besoin ou envie de lancer des nouveaux produits, des nouveaux services, de revoir ses business models. Parce qu'on revoit son business model et qu'on lance des nouveaux produits, on a peut-être besoin de nouvelles compétences clés qu'on n'avait pas, qu'on doit développer. Et du coup, on doit revoir son organisation. Et du coup, on doit revoir sa culture d'entreprise. Donc ça, quand même, ça interpelle, ça demande des changements profonds. Et c'est pas évident. Alors, et parce que c'est pas évident, on peut se dire, et si on faisait comme une entreprise qui démarre de zéro, comme une start-up qui commence de rien, et on s'inspirait de la manière dont ils font? C'est peut-être moins compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas des clients depuis des générations, parce qu'ils n'ont pas un avion qui est déjà en train de voler et il faut changer le moteur en plein vol. Si on s'inspirait de ces gens-là, alors quand on demande comment on pourrait s'inspirer des startups, et qu'on va sur notre ami Google, par exemple, Google, c'est quasiment une librairie. Dans ces cas-là, il vous propose d'acheter des livres sur des tas de méthodes. Design Thinking, Agile Development, Lean Startup. En plus, tout est en anglais. Et puis, moi, je visite pas mal d'entrepreneurs.
Il y en a certains qui ont acheté ces livres, et puis je vois bien hein, le petit marque-page sur la page 3. Et puis dans 3 mois, il est toujours sur la page 3. Donc les méthodes, c'est bien, mais moi je pense, et le message que je voudrais partager avec vous, c'est que ce qui compte, c'est vraiment l'état d'esprit. Et ce changement qu'il faut affronter, qu'on soit une entreprise qui soit là depuis des années ou une nouvelle entreprise, c'est l'état d'esprit avec lequel on l'affronte qui va faire la différence. Et cet état d'esprit, il commence par vous, il commence par les entrepreneurs, par les patrons d'entreprise, par les employés, qui doivent être capables de se dire, si je change quelque chose, si je prends ce virage du changement comme une opportunité, tout ce qui s'est passé pendant 12 ans, ça va me changer moi aussi. Je ne vais pas devenir le même patron que j'étais avant. Il y a sans doute quelque chose qui va changer. Mes employés ou les employés vont aussi changer, ils vont voir leur entreprise d'une manière différente. Donc on parle beaucoup de processus, on parle beaucoup de digitalisation, mais en fait c'est l'homme dans tout ça qui doit aussi changer. Et je pense que c'est là où on peut s'inspirer des startups, parce que c'est avant tout, une startup, c'est une aventure humaine. C'est des gens qui se disent, on prend du risque, on met un peu de nos moyens sur la table pour essayer d'avancer, et on se dit comment on le fait ensemble. Donc c'est de là que ça commence. Ça commence, et puis c'est surtout... Quand on démarre une entreprise, une start-up, on n'a pas de référence. On n'a pas 400 clients à qui on peut demander comment ça se passe. Donc on va sur le terrain. Et on ne va pas sur un terrain connu. Parce qu'aujourd'hui, les PME, elles font un excellent travail. Elles continuent à aller questionner leurs clients. Mais elles ne vont pas sur une terre inconnue, sur quelqu'un qui pourrait devenir un client une autre fois, ou dans un autre pays où je pourrais m'internationaliser un jour. Et là, l'idée, c'est vraiment... Si vous sortiez de votre sentier battu et que vous alliez sur des terres inconnues et que vous alliez les exploiter et par exemple passer tous les vendredis à aller observer ce qui se passe dans un autre domaine, dans un autre secteur, dans une autre industrie, dans un autre pays. C'est le premier principe que moi je propose aux entrepreneurs d'entreprises existantes depuis des années d'appliquer dans leur vie quotidienne. La deuxième chose, c'est ce qui nous fait vivre, c'est nos clients. Et puis quand on avance, quand on commence à grossir, on a une organisation qui est de plus en plus compliquée, on se déconnecte de plus en plus de nos clients, on se regarde de plus en plus le nombril parce qu'on se dit tiens, il va falloir changer, il va falloir que je change mon organisation, j'ai mon chiffre d'affaires qui baisse, alors on passe plus de temps avec Excel qu'avec son client, ou avec son banquier qu'avec son client et aussi avec Excel, et donc on oublie le client. Mais le mot d'ordre et ce qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau, c'est quand même d'être un expert dans les besoins de nos clients et de ne pas perdre ça. Et là aussi, je pense qu'on peut s'inspirer des startups parce que la première question qu'elles se posent, c'est j'ai une idée, est-ce que je vais avoir des clients et quel est le besoin auquel je vais répondre? Et c'est une obsession. Et si cette obsession, elle l'était encore dans une entreprise beaucoup plus grande, qui même aujourd'hui est dans un certain confort, ça pourrait l'aider à préparer les changements et peut-être à pas aller dans le mur. L'autre chose, c'est de passer rapidement à l'action. Plus on grossit, plus l'entreprise devient complexe, plus on fait des analyses, des contre-analyses, des PowerPoint, des tableaux Excel, des modèles de retour sur investissement et de sous-retour sous sous-investissement. Et en fait, on a plein d'idées, on les met dans des jolis documents, on les discute en interne, mais on ne va jamais les tester à l'extérieur. Et si on passait à l'action? Et si mon idée, j'allais tout de suite la tester avec la population de la Gruyère, en mesurant le risque que je vais prendre? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à perdre, plus la complexité de l'entreprise augmente. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qu'une start-up n'a pas le choix de faire. Elle commence par ça. Donc ça commence comme ça, un processus de lancement de quelque chose de nouveau dans une entreprise. C'est un challenge auquel on doit répondre, ou une idée qui vient de quelqu'un, ou qu'on a, ou un problème qu'on veut résoudre parce qu'on se sent crédible pour résoudre ce problème. Et puis, la première option que je ne recommande pas, c'est de se mordre les doigts et de discuter de ce challenge en interne dans une petite salle entre employés et entrepreneurs fortement recommandables et recommandés, de se dire qu'est-ce qu'on en pense? Alors oui, moi je vais faire un tableau Excel pour étudier ça, toi tu vas me faire une étude. Mais pourquoi, au lieu de discuter entre nous, même si on se dit qu'on connaît notre marché, qu'on connaît nos clients depuis 40 ans, pourquoi ne pas aller sur le terrain valider tout ça et avoir tout de suite des faits et des chiffres concrets qui viennent du marché pour se donner l'impulse et se dire on peut prendre ce risque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, au lieu de discuter en interne si une idée en vaut la peine, allez l'essayer tout de suite
en l'exposant à ses clients, à ses fournisseurs, à ses partenaires, sous la forme d'une étude de marché, d'un prototype, d'une étude de faisabilité, d'un projet pilote, d'un premier client. Vous le prenez comme vous voulez, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Mais ce qui compte, c'est de rester connecté en permanence avec le marché, avec vos clients. Et puis cette phase de validation sur le terrain, moi, ce que j'aimerais proposer à tout le monde, c'est de ne pas commencer par mettre la charrue avant les bœufs et de développer son produit et de développer son idée, mais de retourner tout de suite, aller voir des gens, aller voir sur le terrain le problème que l'on veut résoudre, s'il est toujours là. Parce qu'on s'est dit, ouais, moi je les connais mes clients, ça fait 400 ans qu'ils demandent ça. Donc on va leur offrir ça. Vous êtes sûr? Et si vous retourniez voir? Donc, si on changeait le processus et qu'on se disait, on commence d'abord par aller interroger les gens, même si on a une certitude que c'est ce qu'il leur faut. Et puis, ensuite, on valide ça, on fait des premiers prototypes. Ça peut être des prototypes de produits, ça peut être des dessins, ça peut être des questions, ça peut être un test de service en grandeur réelle. Et puis, on apprend des feedbacks qu'on reçoit, on mesure, très important, on mesure toutes les choses. On se fixe des indicateurs de mesure. On change, on améliore ce qu'on fait, on retourne dans notre bureau, on fait une version 2, on retourne la tester sur le marché, on apprend des feedbacks, on fait une version 3 et on revient. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui, parce qu'elles doivent changer le moteur de leur avion tout en étant en plein vol, n'ont pas envie de faire ces allers-retours sur le terrain parce que ça pose des risques. Mais je pense qu'il y a un moyen de faire cohabiter un processus comme ça avec une vie opérationnelle compliquée. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de peut-être enlever les barrières. Quand on a une entreprise qui grandit et qui grossit, on commence à mettre des murs. Il y a le département marketing, il y a les techniciens. Ils commencent à jouer au ping-pong entre eux, ils s'envoient des cahiers des charges de 200 pages. Pendant ce temps-là, il y a le concurrent qui avance. Et si on enlevait toutes ces barrières-là, tous ces codes et toutes ces cartes de visite et ces titres et ces statuts, qu'on se mettait tous ensemble autour d'une table, en une seule équipe interdisciplinaire, et qu'on travaillait avec ce processus itératif que je vous ai présenté juste avant. Si on travaillait comme ça, est-ce qu'on n'avancerait pas un peu plus vite? Est-ce qu'on ne ferait pas avancer le changement dans notre entreprise de manière plus facile, plus naturelle? C'est une question que je ne me pose pas, parce que je suis persuadé que c'est une approche qui permet d'accélérer tout ça. Et ensuite, quand on s'est rendu compte que le marché est là, que ce qu'on veut offrir est là, qu'il y a une vraie demande, qu'il y a des faits et des chiffres du marché qui nous confirment tout ça, alors on se lance. Et là, il ne faut pas non plus perdre cet état d'esprit. Là aussi, on doit rester connecté avec ses clients. Là, on peut aussi continuer à collecter du feedback, des demandes d'amélioration, des futurs nouveaux besoins. L'effort, il n'est pas juste dans la première partie où on conçoit quelque chose de nouveau. C'est en permanence. Même si on a 4000 clients, même si on pense qu'on a un taux de satisfaction clientèle de 80% ou un net promoter score, pour ceux qui connaissent ce genre de calcul que je n'arrive plus à calculer d'ailleurs, de 50 ou de 20, ça ne veut plus rien dire. Allez parler à vos clients. Et souvent, et ça sera en fait ma conclusion, souvent on me dit ouais, c'est bien tout ça, tout ce que vous présentez. C'est vraiment des trucs pour les startups, pour les geeks. C'est ce modèle itératif avec du développement agile, avec cette roue qui tourne et je viens avec une première version, une deuxième version. C'est pour développer des technologies. C'est un processus de geek. Moi, je pense que c'est encore une fois un état d'esprit qu'on peut adapter et qui est applicable dans tout type de domaine et tout type d'industrie, tout en prenant compte des contraintes qui peuvent être nécessaires, comme dans une industrie un peu plus compliquée, comme du médical, où il y a à un moment donné des autorisations à obtenir et des choses comme ça. Mais cet état d'esprit d'être connecté en permanence au terrain, il n'y a rien qui peut nous empêcher de l'avoir et de penser à nos clients tous les matins quand on se lève et quand on se rase. Donc je vous remercie, je vous invite à mûrir cet état d'esprit dans vos entreprises et je suis à votre disposition pour toute question ou tout échange d'idées. Merci beaucoup Grégory. Merci. Y a-t-il déjà des questions dans la salle? Pas encore? Ça va venir. Grégory, petite question. Oui. Vous avez parlé des remises en question, oui, de l'entreprise. Comme vous l'avez dit, souvent, quand le chiffre d'affaires est en baisse, est-ce que la remise en question, à ce moment-là, est-ce qu'elle n'est pas trop tard? Oui. Elle n'est pas trop tard. L'idéal, ce serait de se remettre en question avant que ça baisse, avant d'être devant le mur. Mais il y a souvent le fait qu'on est pris dans des exigences opérationnelles, qu'on doit répondre à nos clients, qu'on a les mains dans le cambouis, surtout quand on est
PME et qu'on n'a pas une taille et non plus, je dirais, le luxe de pouvoir prendre le temps de reculer et d'analyser les choses. Donc c'est pas toujours possible de s'en rendre compte avant. Et puis surtout, la nature humaine, j'ai l'impression que pour la mettre à se faire bouger, il faut qu'elle voie le mur. Donc c'est très difficile de dire à une équipe, il faut qu'on change parce que regardez, on va dans le mur, mais il est là-bas. Et donc souvent, il y a des indicateurs malheureusement qui parlent plus que les autres. Mais ça serait vraiment bien si on était capable de se bouger un peu avant. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est un peu le message qu'on voulait faire passer aussi. Oui. C'est qu'au moment où tout va bien, c'est là qu'il faut profiter Exactement. de ce... Il ne faut pas attendre d'avoir une urgence. Il faut profiter de ce moment-là pour se poser les bonnes questions. Alors, s'il y a des questions, pas de questions dans la salle, Grégory restera de toute façon à disposition. Oui, on a un stand qui n'est pas très loin. Voilà. De ce côté? Oui, le 39 si je me trompe pas, mais je perds la mémoire un petit peu. Je vous demanderai d'applaudir bien fort, free up, monsieur Grégory Grain, qui était notre conférencier.